Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 janvier et il est 10 heures du matin, donc c'est l'heure de la quotidienne qui s'appelle la matinale. Alors aujourd'hui c'est lundi, donc nous sommes au début de la deuxième semaine de cotation de l'année 2016. La première semaine a été relativement sportive avec des baisses de 6 à 8% sur les indices américains et européens. Les marchés chinois ont aussi reculé de près de 15% dès le début de l'année, très rapidement. Nous sommes rentrés en fait dans une nouvelle année, donc l'année 2016. C'est une année où les gérants, d'après le consensus Reuters, voient une année à peu près haussière avec 14% de performance de hausse possible sur l'année. Ça reste un chiffre inférieur aux années précédentes. C'est une année où la Banque mondiale, le FMI, nombreuses instances ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance mondiale. Donc ce n'est pas une année où on attend vraiment de très bonnes choses. Disons qu'on attend que ce soit une année qui ne soit pas catastrophique, au vu des dernières news, au vu des derniers consensus. La Chine ralentit fortement, le président chinois s'attend à 5 ans de difficultés, les émergents sont déstabilisés par les matières premières basses, or les matières premières pour l'instant restent basses et d'après les spécialistes elles pourraient le rester un certain moment, d'une part à cause de la faible demande et puis d'autre part à cause du ralentissement chinois et aussi de la force du dollar, disons-le. Nous avons des marchés américains qui sont un petit peu déstabilisés parce que il n'y a plus de quantitative easing aux États-Unis et donc quand on a eu des chiffres de l'emploi vendredi qui sont ressortis à 292 000 créations d'emplois, eh bien les marchés ont décidé d'un petit peu de vendre la nouvelle. Donc une trop bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle car qui dit très très bon chiffre du chômage dit possible hausse de taux à venir de la part de la Fed et ça peut-être effrayé un petit peu les investisseurs. Et puis vendredi, nous avons clôturé au plus bas de la séance et au plus bas de la semaine. Comme je le disais vendredi, il est très rare que les États-Unis clôturent dans le rouge lorsqu'ils créent plus d'emplois que prévu, lorsqu'ils créent 200 000 emplois. Nous étions donc dans un cas rare. Nous avons bien fait, je pense, à 14h30 de faire donc cette émission live NFP vendredi. C'était la première et ce ne sera pas la dernière, il y en aura tous les mois. Et donc vendredi, je vous disais, voilà, première réaction suite au NFP, on a eu une petite hausse du dollar, une petite hausse des indices. Néanmoins, les indices se trouvent tout de suite sous résistance et le marché n'avait pas l'air très punchy. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on est carrément retourné vers les plus bas du jour, on a cassé les plus bas du jour, on a clôturé au plus bas de la semaine, les investisseurs n'ont pas voulu prendre de risques. D'une part, il y a eu ceux qui ont été effrayés par la hausse de taux, d'autre part, il y a les investisseurs qui ne voulaient pas être en position avant lundi et avant la reprise des cotations asiatiques. Et c'est ça donc qui a fait clôturer les indices américains et européens au plus bas. Et alors ce qui est très spécial ce matin, c'est que malgré moins 5% en Chine, eh bien, les investisseurs semblent un peu plus perméables aux performances du marché chinois. L'Europe se reprend violemment ce matin à la hausse sur des supports clés, les États-Unis aussi. On va dire que c'est bon signe et que c'est une bonne chose, hein, parce que si la volatilité avait continué d'être exacerbée, les marchés seraient devenus très difficiles à trader car ultra volatiles, piégeux, avec des contre-coups. Donc ça, ce ne sont pas des choses évidentes à gérer quand on est des traders, notamment sur des indices comme le DAX. Donc voilà, le panorama un petit peu actuel, c'est un petit peu de frayeur, un petit peu de peur venue de Chine, des marchés qui ont perdu 6, 8 à 10% en début d'année. La première semaine a été très difficile. On commence aujourd'hui la seconde par des achats à bon compte sur des supports de moyen terme. Nous allons voir cela dans quelques instants. Donc la messe n'est pas dite. Ça reste donc un début d'année très intéressant et potentiellement source d'opportunités.
Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques, un avertissement donc sur le caractère purement informatif de cette présentation, sur les CFD, sur les indices de sentiment. Je disais donc des marchés volatiles et déstabilisés, et nous allons comme tous les matins dans cette matinale voir ensemble les derniers résultats d'entreprise, les annonces, les décalages, le calendrier éco, puis passer en revue les actifs sur la plateforme de CMC Market. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'on est dans des marchés déstabilisés? Eh bien on est dans des marchés déstabilisés parce que un très bon chiffre du chômage qui plaide pour une hausse de taux américain a fait baisser les indices américains vendredi. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler un marché déstabilisé. Un marché déstabilisé, c'est un marché où ce matin le rand et le rouble, monnaie sud-africaine et russe, sont encore une fois en perdition. C'est des marchés déstabilisés puisque on a quand même un yen qui s'est fortement raffermi ces dernières séances. Déstabilisé aussi donc d'un point de vue de la volatilité, on a un VIX qui s'est fortement apprécié ces dernières séances et déstabilisé mais comment dire, un peu particulier ces marchés, puisque, comme je vous le disais, la Chine a clôturé à moins 5 ce matin, et malgré tout, le DAX prend 2% depuis l'ouverture des futurs. Il faut croire, ah oui, point important que je souhaitais vous dire, qu'il y a deux pans à la crise chinoise. Si vous voulez, il y a vraiment une crise de croissance avec, reliée à la monnaie. Et puis, vous avez la crise de l'indice boursier chinois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indice boursier chinois, l'année dernière, les 6 premiers mois de l'année, il a pris 150%. Les 6 mois d'après, il a perdu 40%. Puis, il a fini l'année à plus 15, plus 20. L'indice chinois sur les 2-3 dernières années, en fait en 2012, 11, 12, 13 était stable et puis ensuite il est sorti de son carcan. Tout ça pour vous dire que l'indice chinois est ultra volatile et que quand l'indice chinois perd 4, 5, 7%, c'est pas la fin du monde, hein. Il peut les reprendre tout aussi rapidement. Ce qu'il y a, c'est que la Chine nous a inquiétés de par son marché boursier et de par ses chiffres économiques dès le début de l'année. Dès le début de l'année, on a vu le yuan se déprécier, on a vu les chiffres être encore une fois très mauvais, et en plus de ça, les marchés boursiers baissaient. Donc c'est ça, je pense, qui a fait peur aux investisseurs. Maintenant, si les marchés boursiers se calment un petit peu parce qu'on est revenu sur les supports de cet été, et si l'interventionnisme étatique arrive à faire, à juguler la crise sur le marché boursier chinois, on n'aura plus qu'à gérer les chiffres économiques chinois un peu décevants et ce sera déjà un peu plus évident. Donc voilà pourquoi on est dans des marchés déstabilisés et volatiles, parce que c'est des marchés très particuliers, la Chine ralentit, les émergents sont dans des situations critiques, euh, et c'est ça qui déstabilise ce début d'année. Ce que je disais donc sur les États-Unis, c'est qu'il y a eu des très bons chiffres du chômage, certes. Par contre, le secteur manufacturier continue d'inquiéter. Les chiffres de ce secteur-là sont en baisse. Vendredi, d'ailleurs, sur Twitter, j'ai retweeté un graphique qui montrait que depuis en gros 2-3 ans, les États-Unis avaient détruit des centaines de milliers d'emplois dans le secteur manufacturier et avaient créé des centaines de milliers d'emplois de serveurs, de barman. Euh, donc voilà, c'est cette transition-là qui n'est pas très positive aux États-Unis, qui se met en place ces dernières années et dont on n'a pas encore vu les conséquences. Le président chinois anticipe 50 périodes de matérialisation des risques en Chine, ça je vous l'ai dit, et Standard & Poor's a maintenu la note de l'Allemagne à stable. Le rand sud-africain s'est effondré ces dernières séances, tout comme le rouble, tout comme d'autres monnaies, devises exotiques, qui sont touchées soit par des troubles géopolitiques, politiques, ou en relation avec les matières premières. Concernant les entreprises maintenant, notez que ce soir Alcoa va publier et que Alcoa c'est toujours la première à ouvrir le bal de la saison des résultats américains. Donc en plus des statistiques, on va commencer à avoir des résultats américains qui vont tomber et qui vont pouvoir donner un petit peu le tempo.
Sur le marché français, ce matin, Inat Pharma, au moment où j'écrivais donc ma présentation, prenait 15%. Inat Pharma, c'est une société biotechnologie. Elle bondit après l'annonce d'un partenariat avec Sanofi. Je vous rappelle d'ailleurs que jeudi à 18 heures, je vais faire un webinaire spécial avec un spécialiste de choix. C'est une interview de Sacha Pouget, gérant biotech, spécialiste de toutes les biotech françaises, Inat Pharma, Genfit, Valneva et j'en passe. Et donc je ferai une émission spéciale avec lui jeudi soir à 18 heures. CGG Parapétrolière annonce que sa dette va revenir à 2500, alors 2,5 milliards et pas 2500 milliards contre les 2,5 milliards en septembre 2015. En fait, CGG a fait une restructuration et puis elle nous annonce ici donc que grâce à cette restructuration, elle va économiser 30-40 millions. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est un premier signe de tentative de stabilisation. Thales a annoncé une année 2015 extraordinaire en termes de commandes. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour le titre. Et puis Valneva, autre biotech, a annoncé l'autorisation de la mise sur le marché de son vaccin contre l'encéphalite japonaise. Tout comme Inat Pharma, Valneva, c'est une biotech et on en parlera jeudi à 18 heures. Concernant les statistiques passées, vendredi, on avait les ventes au détail en Australie qui sont ressorties en ligne avec les attentes. Vendredi, on a eu la production industrielle en Allemagne et en France. Elle est ressortie inférieure aux attentes également. Et vendredi, l'économie américaine, donc on a eu le chiffre, a créé 292 000 emplois. En plus, les chiffres précédents ont été revus au-dessus des attentes, enfin au-dessus des chiffres précédents. Ils ont été révisés à la hausse. Et en fait, c'était trop bon, trop bien. Ça veut dire que les États-Unis seraient enclins à augmenter les taux 2, 3, voire 4 fois, comme le laissent entendre certains membres de la Fed, comme Lockhart. Et donc, ça fait peur un petit peu au marché. En plus de ça, je dirais que vendredi, il y avait vraiment cette envie pour les investisseurs de ne pas être en position pour le week-end, au cas où ça déraille complètement ce lundi. Malgré des petits dérapages monétaires comme le rouble, le rand, les marchés chinois ont encore baissé, mais n'ont pas eu le même impact. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Parce que si demain ça continue, que la Chine continue de baisser, mais que l'Europe tient le choc, ça veut dire qu'il y a une désynchronisation à court terme de ces marchés. Ce jour, à 16 heures, les indices des conditions de travail aux USA et à 17h40, discours de Denis Lockhart de la Fed d'Atlanta. Lockhart qui est un des fervents défenseurs de plusieurs hausses de taux en 2016 parce que d'après lui, tout va bien aux États-Unis et l'économie américaine peut encaisser une hausse de taux. Eh bien, nous verrons cela. Alors, j'ouvre tout de suite cette matinale, la partie graphique avec le DAX. Donc le DAX, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a ouvert cette année avec un gap baissier de plus de 2% et que ça, c'est une chose très négative. Ça augure d'une année qui sera difficilement haussière, ça augure d'une année potentiellement de choc et donc de volatilité et de baisse. Je vous ai entouré ici la zone de neutralité, c'est la zone dans laquelle on était au mois de décembre. Au-dessus de cette zone-là, donc au-dessus de 10 800 points, le DAX pourrait redevenir haussier. Il serait donc beaucoup moins dangereux d'opérer des achats au-dessus de cette zone-là. Et tant qu'on est sous cette zone de prix-là, eh bien là actuellement on est dans la zone de risque baissier. Alors, je réfléchissais à ça donc ce week-end, mais en gros, un investisseur qui a un portefeuille action et qui, à côté de ça, fait un peu de forex, un peu de matières premières, un peu d'indices. S'il est sorti en fin d'année, qu'il a pris des bénéfices et qu'il avait presque plus de position, depuis le début de l'année, il n'a pas besoin de trader, il a le sourire. Parce qu'en fait, il peut soit attendre que le marché continue de baisser et d'arriver dans des zones de prix très intéressantes, soit il peut attendre maintenant que les marchés ont donné des signes de faiblesse, que ces derniers regagnent des résistances, redeviennent haussiers, et ensuite il pourra, s'il le souhaite, opérer de nouveau des achats sur le marché. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas pressé, et tant que
l'indice baisse par rapport au 1er janvier, eh bien, détenir du cash rémunère plus que prendre position sur le marché. Voilà. Donc là, on est à la zone de neutralité ici. Dessous, on a la zone de risque baissier. Donc vendredi, quand on a fait l'émission, je vous disais, si les chiffres sont bons, on peut aller chercher la résistance. Si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance, ce serait un bon signe. Si on n'arrive pas et qu'on repart à la baisse, ce serait pas un bon signe. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en séance, on est allé chercher la résistance avec les chiffres US. On a échoué, on est revenu au plus bas. Et ce matin, on a ouvert avec un gap baissier et ça paye directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faudra, dans les séances et semaines qui viennent, bien comprendre qu'un chiffre américain trop bon, ça devient un petit peu comme en 2013, 2013-2014, cette époque où les Américains pensent qu'ils vont retirer le quantitative easing. Et en gros, dès qu'on avait un mauvais chiffre, les marchés montaient. Et quand on avait un chiffre trop bon, les marchés baissaient. Parce que si les chiffres étaient trop bons, on allait retirer le quantitative easing aux États-Unis. Donc, c'était mauvais pour eux. Bah là, c'est un peu pareil. Un chiffre trop bon pèse un petit peu sur les indices. Mais une fois que le week-end est passé, une fois qu'on a vu que les marchés tenaient le choc, eh bien, les investisseurs ont opéré des achats à bon compte. Donc, on n'est pas, malgré les risques qui pèsent sur nos têtes, malgré la Chine, malgré les matières premières, malgré cette première semaine de l'année qui a été mauvaise, ne soyons pas, comment dire, fatalistes. Je suis quelqu'un qui constate bel et bien ces risques baissiers. Je suis quelqu'un qui fondamentalement, je pense, à cerner de nombreux facteurs qui pourraient faire baisser les marchés. Mais force est de constater que pour l'instant, cela tient. Je vous montre l'Eurostoxx en données hebdomadaires. Voilà, l'Eurostoxx, les 3300 points, c'est vraiment la zone de prix majeure de 2014, zone sur laquelle on est venu prendre appui mi-2015 et sur laquelle on se retrouve début 2016. Donc si vous voulez, quand je regarde l'Eurostoxx à moyen long terme, on a un marché qui est dans une pente plutôt haussière. On a une pente qui est plutôt haussière. Elle était haussière forte avant, elle est haussière légère maintenant, on peut plus ou moins tracer une oblique ici. Faut pas passer sous les 3300 points sur l'Eurostoxx. Voilà. Si l'indice européen de référence Eurostoxx casse les 3300 points et commence à accélérer à la baisse dessous, là, ça deviendra très chaud et on aura des risques de décalage baissier de plus de 10 à 15% supplémentaires. Tant qu'on arrive à tenir cette zone-là, il y a les espoirs que au cours du mois de janvier, on remonte un petit peu vers la zone de gap de début d'année et on temporise un petit peu cette situation baissière. Le 440, c'est pareil, 4280 points ce matin, c'est les plus bas de cet été. Donc le CAC a ouvert en gap baissier, est allé se faire peur sur support, a cassé son support. Il a failli accélérer jeudi, puis vendredi, puis aujourd'hui lundi, ça tient bien. Donc on voit bien que, vous voyez ici, j'ai des obliques qui passent par les plus bas. C'est des obliques hebdomadaires que j'ai tracées la semaine dernière, qui sont ici. Donc il y en a une que j'ai fait passer par le point bas de septembre 2011 et l'autre par le juillet. Et l'autre, j'ai pris juillet et octobre 2014. Ça me trace des droites de tendance comme ça qui me montrent un petit peu qu'on arrive voilà, dans cette zone importante. Il ne faudrait pas aller beaucoup plus bas. En tous les cas, on pourrait latéraliser, peut-être travailler les zones actuelles et ensuite il faudrait repartir afin de respecter et garder la tendance de moyen long terme. Si on commence à casser cette zone-là, à accélérer, là, il y aura des risques fortement baissiers. Les banques centrales seraient alors obligées de sortir du bois pour soutenir les marchés, pour pas qu'on ait un effondrement comme en 2001 ou en 2008. Donc tout comme sur le DAX, la zone de neutralité 4460-4700 on en est sorti, c'était la zone ici travaillée en septembre. Tant qu'on est sous les 4460 points, le CAC est baissier et il est dangereux et il est volatile. Donc on a la zone de soutien qui est entre 4250 et 4003, la zone de résistance qui est vers 4450-4460. Je préfère, si vous voulez, me donner une semaine d'analyse, une semaine où on va voir comment l'actualité est digérée par les marchés, une semaine pour voir comment se comportent les indices asiatiques,
pour voir les chiffres économiques, notamment mercredi, on a des chiffres chinois. On peut se donner une semaine pour voir si le CAC accélère sous 4200 points, entre dans un bear market, nous donne des signes de hausse de la volatilité et devient dangereusement baissier, ou si au contraire les indices remontent de 2-3%, regagnent des résistances journalières et deviennent de nouveau un peu plus neutres après s'être fait une frayeur de début d'année. Voilà. C'est comme ça que je lis ce marché. C'est un marché particulier, c'est un marché brusque, volatile, violent et parfois fondamentalement un peu inverse à ce que vous aviez l'habitude de voir, puisque des trop bons chiffres peuvent peser sur le marché. Alors, on a regardé donc les indices européens. Regardez donc, c'est bien de temps en temps, si vous voulez, de regarder cette concordance sur les différents indices. Donc là, je me mets un graphique du FTSE et je vois en un clin d'œil que, bah, effectivement, on est sur support. En allant voir le SP500, l'indice américain, je me rends compte que la zone des 1900 points, qu'on avait pratiquement travaillé ici fin septembre, eh bien, on est revenu s'en approcher. Sur le Dow Jones, on s'est aussi approché d'une zone de support, mais on n'y a pas encore été. Donc on peut encore peut-être baisser avant de rebondir, qui sait. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique, hein. Cet été, les indices américains quittent leur support, baissent, se reprennent. On remonte vers les plus hauts annuels. On se met dans un range. Début d'année, la Chine inquiète. On rebaisse. On revient vers la zone, donc ici, qui est marquée comme zone de support. Si on arrive à réagir dans cette zone-là et remonter vers 17 000 points sur le Dow Jones, au-dessus de 17 000 points, si vous voulez, c'est un petit peu le marché dans lequel on peut tenir le choc. Sous 17 000 points, c'est là où il y a des petits risques baissiers. Sous 16 000 points, ça deviendrait un marché dangereux, averse au risque et avec des risques baissiers encore plus forts. Dernier indicateur que je voulais vous montrer, le Volatility Index. On peut donc trader possiblement la volatilité sur la plateforme de CMC Market. Donc, je vous avais dit vendredi dernier qu'il ne faudrait pas casser les plus hauts, sinon ça deviendrait dangereux. Donc vendredi dernier, on a cassé les plus hauts, c'est devenu dangereux. Ce matin encore, la volatilité était exacerbée, elle était très forte, puisque on a ouvert et on a gagné 3% sur le DAX. Donc, dans les séances à venir, si on considère cette zone-là comme un excès, et que la volatilité redescend sous les 24, alors on aura une accalmie sur les marchés boursiers, on aura potentiellement une remontée des indices depuis les supports, et ça se calmera un petit peu en intraday, ce sera un peu plus facile pour vous pour pouvoir trader. A contrario, tant qu'on reste au-dessus de 24 et si on accélère de nouveau vers les 26-27 sur la volatilité, c'est que ça devient de nouveau dangereux, donc garder un œil sur la volatilité, ça peut toujours être une bonne chose. On va maintenant regarder les matières premières qui sont toujours sous pression. Pendant ce temps-là, je regarde vos commentaires. Christophe me dit « Je suis acheteur de DAX depuis ce matin, donc tout va bien ». En fait, Christophe, il faut savoir être vendeur un jour, acheteur le lendemain, voire même être acheteur un matin, vendeur l'après-midi. C'est un marché dans lequel il ne faut pas avoir d'avis tranché, dans lequel il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il ne faut pas s'acharner. Si à un moment on est dans le mauvais sens, il vaut mieux couper, reprendre dans l'autre sens. Bref, vous êtes à l'achat là, vous avez bien profité, bravo à vous. Mais en tous les cas, c'est un marché où il faut savoir jongler. Go me dit bonjour, simple reprise technique, le Baltic Dry est au plus bas, le business s'est arrêté, ce n'est qu'un début, l'emploi US c'est le passé. Alors, Go, je suis d'accord avec vous, le Baltic Dry est au plus bas, ça va pas très bien, on est d'accord sur tout ça. Mais on peut pas dire l'emploi du US c'est le passé, c'était le mois dernier, ça s'est très bien passé et les chiffres sont très très bons et ça fait pas que un mois, ça fait des mois, des années. Concernant le Baltic Dry Index, c'est un indice du fret maritime qui est calculé, mais si vous voulez, où on ne peut pas avoir de grande différence d'un trimestre sur l'autre. Ça nous donne une idée du business en général, s'il accélère ou si ça se refroidit. On sait que là, ça se refroidit, mais c'est un indice qui a un mode de calcul qui fait qu'il est soit très haut, soit très bas.
On peut pas dire que le business se soit arrêté, même si la Chine fait 10% de baisse de ses importations, 8% de baisse de ses exports. On peut pas dire que la Chine se soit arrêtée. Oui, la Chine ne fait plus 10%, oui, elle en fait plus 8, oui, elle en fait plus 7, peut-être que les autorités mentent et qu'ils n'en font que 4, mais 4% de croissance, allez, disons zéro. Disons zéro. Disons que le PIB chinois ne fait que se stabiliser. Vous vous rendez compte de ce que c'est que l'économie chinoise et de ce que c'est devenu entre 2000 et 2015, 2016? C'est un paquebot qui l'économie chinoise a fait x10. C'est une économie impressionnante. Elle n'est pas arrêtée, elle ralentit. Voilà, c'est une transformation. Elle ralentit et c'est pas quelque chose d'évident, mais on peut pas dire qu'elle soit arrêtée. Alors j'ai des questions sur GBP AUD, Euro AUD, Euro GBP, SO local. Je vais regarder tout ça dans quelques instants. Go me dit si nous rentrons en récession, c'est maintenant qu'il faut sortir ses positions. Alors Go, théoriquement, si vous faites du moyen terme, ça fait longtemps que vous n'êtes plus en position. Hein. Déjà l'année dernière, quand les Américains veulent monter les taux mais n'ont pas les chiffres pour, que l'Europe n'a pas les chiffres économiques bons mais fait du quantitative easing, quand vous voyez le Japon qui est en récession, vous savez que ça ne va pas. Vous savez que les indices montent depuis 7-8 ans, vous savez que c'est les banques centrales qui font tenir les indices, et donc vous n'êtes pas investi sur action à 100 ou 150%. Vous êtes désinvesti du marché action, vous êtes plutôt quelqu'un qui fait du stock picking. Il y a une période où ça monte, je fais des achats, je prends mes pourcents, je sors du marché. Je vais faire un peu de forex, un peu d'indices, un peu de matières premières. C'est des marchés dans lesquels il faut savoir jongler. C'est plus du tout des marchés faits pour l'investisseur action qui va juste acheter et se laisser courir pendant 5 ans. Oui, le transport maritime, c'est 80% des échanges commerciaux dans le monde. Mais Go, encore une fois, je vous le dis, je vous entends. J'apprécie vos commentaires et je suis d'accord avec vous sur le fait que tout ne va pas bien. Les Américains créent des emplois de barman, les chiffres économiques chinois ralentissent très fortement, plus que ce qu'on voudrait nous faire le croire, etc. Maintenant, le Baltic Dry Index, c'est un indice qui est calculé avec le prix d'un panier de matières premières. Ça veut dire que quand le prix des matières premières baisse, le Baltic Dry Index baisse. Et étant donné que les matières premières ont beaucoup baissé à cause d'une part du ralentissement économique, mais d'autre part à cause du dollar américain, eh bien on peut dire que le Baltic Dry Index a été interféré par la hausse du dollar américain qui a donc fait baisser mécaniquement les matières premières libellées en dollars. Vous voyez, donc il faut savoir des fois aussi prendre des pincettes et regarder les indicateurs et comment ils sont calculés. Euh, Sur les matières premières, donc, je vais venir aux monnaies juste après. Le gaz naturel perd 2% ce jour, il consolide, mais on notera qu'il a quand même gardé une belle pente haussière depuis un mois et demi. Certains qui seraient intéressés par le gaz pourraient peut-être tenter de l'attraper sur un éventuel repli, sur un pullback. Il était sous résistance des 2,30 la semaine dernière, peut-être qu'il va le faire un pullback sur cette zone de cours. Le cuivre baisse et fait un nouveau plus bas de 12 mois et un nouveau plus bas même de plusieurs années, je pense. Puisque le cuivre, l'or rouge est très corrélé à l'activité chinoise. Donc le cuivre, il baisse depuis 2011 et là, il est en train de revenir sur ses cours de 2009. Le cuivre, en fait, c'est l'image de la Chine. L'image de cette Chine qui explose littéralement entre 2000 et 2011 et qui encore aujourd'hui est haute et élevée parce que on est bien au-dessus de là où on était en 2002. Voilà. Et donc beaucoup disent oui, ça peut continuer à baisser. Et donc c'est vrai, le cuivre, comme l'économie chinoise, peut continuer à baisser, à ralentir. Mais il restera toujours en hausse de 100% sur 10 ans. Voilà. Et ça, les Chinois, ce sont les seuls à pouvoir le faire aujourd'hui. Euh... donc ensuite, qu'est-ce que je voulais regarder avec vous? Le brut léger, donc lui est toujours bas. Il travaille sa zone des 32 euros. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin des plus bas de 2008. On entre quand même dans de l'inconnu. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que le pétrole WTI tente de tenir les plus bas de jeudi dernier. Ça ressemble en fait au comportement des indices. Donc là, on a vraiment un marché qui commence ce matin à être un peu plus structuré que la semaine dernière. On a des indices qui réagissent sur un plus bas,
un pétrole qui réagit sur ses plus bas, et puis on va aller voir sur les devises. Normalement, on devrait avoir les paires en yens qui ont des belles mèches basses sous les chandeliers du jour et qui commencent des rebonds techniques. Donc, parmi les plus fortes hausses du jour, il y a le ZAR, l'USD ZAR, donc c'est le rand sud-africain, et le RUB. Le RUB, c'est le rouble, la monnaie russe. Donc, rouble et rand. Donc le ZAR, c'est le rand sud-africain. Donc il faut connaître vos définitions, hein. Le ZAR, c'est le rand, c'est la monnaie sud-africaine, très corrélée avec le cuivre. Le rouble, c'est la monnaie russe. Alors je reçois un appel pour une interview déjà. Ça veut dire que je vais devoir vous laisser. Oui, dans, dans 2 minutes. Vraiment 2 minutes? Ok. Ok. Euh, alors excusez-moi, chers auditeurs de la matinale, j'ai été un peu long et donc je vais devoir enchaîner avec une interview sur TV Finance. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faudra regarder dans les séances à venir donc le yen avec les paires en yen, USD yen, GBP yen, le VIX, la volatilité dont on a parlé tout à l'heure, et puis les niveaux sur indice. Donc je vous laisse voir tout cela, on va attendre que la séance se développe et puis on fera le point sur Twitter, je vais vous écrire des analyses et je vous retrouve demain matin donc pour faire le point complet sur ces marchés. Voilà, je vous remercie à tous de votre présence, patience, de vos questions et désolé donc de cette petite interruption, je me rattraperai demain matin sur les actifs que vous souhaitez regarder avec moi. Bonne journée à tous et à bientôt.